Alors, Amélie, est-ce que tu autorises à ce qu'on filme notre entretien? Oui, avec plaisir. Alors, je me présente, Amélie Boisvin-Fille, et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de faire une entrevue avec l'auteur Amélie Dubois. Alors, Amélie, pour te faire découvrir un peu aux gens qui sont dans la salle, tu es née du côté de Danville. Tu as un baccalauréat en psychologie, une maîtrise en criminologie. Tu as travaillé dans le milieu carcéral. Tu as enseigné aussi au cégep dans ce milieu-là. Et depuis quelques années, tu es auteur. En fait, ça a commencé en 2009, quand tu étais en Gaspésie. Oui. L'écriture. Exactement. Explique-moi un peu comment c'est arrivé dans ta vie. En fait, je me suis retrouvée, quand j'ai terminé mes études, j'étais un peu à la recherche, de l'emploi idéal. Moi, je me disais, faut que je trouve quelque chose dans ce domaine-là que je vais vraiment aimer profondément, qui va me rendre très, très, très heureuse. Sinon, je sais que je vais changer de job tout le temps, tu sais. Donc, je suis partie vraiment à la chasse à l'emploi. J'ai expérimenté un paquet de choses. Et à un moment donné, je me suis retrouvée, l'offre d'emploi qui était pour moi vraiment. Je cherchais une criminologue pour enseigner en technique d'intervention en milieu carcéral. Donc, vraiment ma spécialité de maîtrise que j'avais fait. Donc, je me suis retrouvée dans la péninsule, à Carleton-sur-Mer, pour un an. Un projet, dans le fond, un contrat d'enseignement au cégep, au collégial. Puis, naturellement, c'est un peu dans un épisode pas plus tristounet de ma vie, mais je me suis ennuyée beaucoup. Ça a été un gros défi cette année-là, parce que, je m'ennuyais de mes amis, beaucoup entre autres, de ma famille. C'est loin, c'est 9 heures de route, tu sais, je pouvais pas y aller souvent. Et donc, l'hiver, je me souviens de cet hiver-là où est-ce que j'étais retournée pour le congé des fêtes, puis c'est à mon retour, en fait, que c'était plus difficile, je m'ennuyais, ça pesait. Et j'ai commencé à écrire dans cette énergie-là. Donc, dans une énergie un peu plus triste, mais je me suis dit, comment un peu me sortir de ça? Et je me suis mis à écrire des trucs drôles. Humoristique. Oui. En fait, c'est de là qu'est né Chick-Lit. Exactement. Chick-Lit, qui est une série autofictive. La plupart des personnages là-dedans existent. Donc, je disais, je m'ennuyais de mes amis. J'ai écrit. J'écrivais par rapport à elle. Fait que je pense que c'était une façon pour moi aussi de combler cet ennui-là. De dire, je vais raconter notre histoire, tu sais, qui on est, tout ça. Et sans trop savoir pourquoi. C'était pas un réflexe qui était naturel chez nous d'écrire. Je n'avais jamais écrit avant. J'étais pas une enfant qui écrivait, j'étais pas une ado qui tenait un journal. Donc c'était vraiment... j'ai de la misère un peu à expliquer ce réflexe-là que j'ai eu d'écrire. Mais ça a été un peu une révélation là, par rapport au plaisir que ça me procurait et à la facilité que j'avais à le faire. Je pensais pas qu'on pouvait commencer à écrire comme ça. Moi, je pensais que l'écriture, c'était comme une belle voix. On savait qu'on avait ça depuis toujours. Ou vraiment, je pensais que c'était un talent pour la peinture ou quelque chose. Je pensais pas qu'on pouvait développer ça ou qu'on pouvait porter ça en soi sans trop le savoir. Donc, ça a été une belle révélation. Puis, j'ai décidé un peu à cette époque-là, je m'étais dit, si un jour je peux faire ça dans la vie, j'aimerais beaucoup ça. Dans ma quête d'emploi, là, je n'ai trouvé quelque chose qui était fort. T'sais. Et comment on réagit justement, ta gang de filles, ta consoeurie à toi, qu'on retrouve un peu dans Chick-Lit quand tu as lancé les premiers romans? Moi, je sors un peu de nulle part avec ça. Hein? Tu sais, j'étais en Gaspésie, je leur dis, hey, les filles, j'ai commencé à écrire. Elles font, hein? Tu sais, tout mon entourage fait, de quoi tu parles, Amélie? Tu sais, qu'est-ce que c'est ce projet-là? Donc, pas qu'ils y croient pas, parce que mes amis, ils m'aiment beaucoup de ça, mais ils font, en tout cas, on comprend pas trop ton affaire, tu sais. Mais elles s'en amusent. Je vais avouer que quand le premier tome est sorti, donc presque quand je suis revenue de la Gaspésie, un an après, j'avais deux manuscrits en poche. Ça a sorti peut-être un mois après. Là, elles ont comme réalisé que c'était concret, c'était quelque chose de concret. On avait le livre dans nos mains. Naturellement, j'ai changé le nom de tout le monde dans les livres. Là, elles trouvaient ça drôle, mais en même temps, à cette époque-là, on ne sait pas si ça va fonctionner, quelle ampleur ça va prendre. Donc, ils étaient un peu... ça leur dérangeait pas. Ils trouvaient ça drôle. On s'amusait avec ça. J'ai toujours été très respectueuse aussi par rapport à ce que je pouvais dire, par rapport aux gens qui existent pour vrai, là, pour pas non plus créer de conflits ou de problèmes. Là. Donc, ils riaient. Comment s'est passée la recherche de l'éditeur? La recherche de l'éditeur, quand j'ai terminé mon contrat en Gaspésie, je suis retournée dans l'Anaudière, sur la Rive-Nord. J'ai trouvé un autre cégep qui donnait le même programme, j'ai commencé à enseigner là. Là, je me suis dit, j'avais aucune idée.
comment on fait pour trouver un éditeur, comment ça fonctionne, les étapes. J'avais aucune idée, j'étais très autodidacte, j'allais sur Internet. Bon, OK. Je me faisais des listes des maisons d'édition. Je savais clairement le style que j'avais exploité, qui était très féminin, très humoristique. Donc, un peu ce que j'avais déjà lu de Raphaël Germain plusieurs années auparavant. Donc, je cherchais des maisons d'édition qui avaient un peu le même type de bouquins là, dans leur publication. Donc, j'ai fait des envois. Souvent, c'est par la poste. Tout ça, j'en faisais un petit peu parce que ça peut coûter cher envoyer des manuscrits par la poste, tout ça. Et peut-être 2-3 mois plus tard, là, j'avais 2 éditeurs qui étaient intéressés. C'est rapide. Donc, ouais. Oui, c'est rapide. Je pense que j'étais, quand on dit synchronisée avec ce que les gens cherchaient à cette époque-là. Donc, voilà. Et on aura le 6e et tout dernier de la série dans une semaine, même pas. Dans quelques jours. Le 28 mai, en fait. Oui. Mercredi prochain, j'aurais tellement aimé ça, l'avoir ici pour le présenter aux gens d'Abitibi, puis c'est impossible à cause des dates. Quand on fixe une date de sortie de livre, il n'y a rien à faire pour déroger tout ça. Donc, voilà, oui, le 6e tome et dernier. Est-ce que ça a été un deuil pour toi de quitter ton quatuor de filles? Oui, ça a été un gros deuil, d'autant plus parce qu'il y a une portion de moi là-dedans. Le personnage principal, quand il parle, c'est Amélie qui pense. C'est Amélie qui... Donc, je suis très, très attachée à la série Chick Lit. J'aime tous mes livres, mais la série Chick Lit, il y a quelque chose qui est très... de par la vérité, je pense, qu'il y a au travers des tomes. Et oui, moi, j'ai vécu mon deuil. Et là, j'ai des lectrices qui ont déjà commencé à lire parce que j'ai fait un lancement. Moi, j'avais reçu mes livres. Et là, elle me disait « Oh, on vit un deuil, Amélie, on verra plus les 4 filles. » C'est drôle, je suis pas dans la même énergie que mes lectrices présentement parce que moi, mon deuil, je l'ai fait il y a 6 mois. Quand j'ai terminé d'écrire le livre, tu sais. Quand j'ai écrit le mot « fin », c'est là que j'ai pleuré devant mon ordinateur. J'ai dit « Non, non, c'est fini, les filles. » Donc là, aujourd'hui, je suis sur un autre projet. Je termine l'écriture de mon roman à apparaître en novembre prochain. Donc là, je suis très obsédée par ce nouveau projet-là. Et pour moi, la page est tournée, la boucle est... Tu sais, j'ai fermé la boucle par rapport aux filles, mais je suis à l'écoute de mes lectrices qui vont vivre ça, là. Tu sais, je l'anticipe, là, les filles qui vont m'écrire, qui vont me dire « Ah, là, j'ai beaucoup de peine, tu sais, blabla. » Mais, fait que c'est correct. Fait que je suis prête à vivre ça avec elle. Mais moi, je suis moins dans cette tristesse-là. Mais je l'ai été, par exemple. Et t'es quelqu'un qui voyage beaucoup en solo, un peu partout à travers le monde, et ça t'était beaucoup dans Chick Lit. Oui. Oui, j'avais le goût de faire découvrir ça aux gens, des fois, de les faire voyager avec moi dans des endroits où on a moins le réflexe d'aller, où on n'a pas le temps d'aller. Tu sais, je vais souvent en Asie parce que j'ai une liberté d'horaire. Tu sais, j'ai pas d'enfants. Là, j'ai encore plus une liberté d'horaire de par l'écriture. Je peux planifier mes moments de vacances puis tout ça, puis avoir 4 semaines consécutives. Les gens, quand on travaille dans un emploi qu'on n'est pas travailleur autonome, prendre 4 semaines consécutives, c'est compliqué. Puis aller en Asie une semaine, on y va pas parce qu'on est dans l'avion presque pendant une semaine. Donc, j'avais le goût de faire voyager les gens avec moi en Asie, en Inde, dans des places un petit peu plus underground, si on peut dire, qu'on visite moins pour leur donner cette saveur-là. Parlons de ton immense succès. Oui. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Oui. On est rendu à combien? Je sais qu'on était à plus de 50 000 exemplaires de vendus. Oui, mais là, on approche 80. Oui. Oui. Donc, il continue à faire son bout de chemin, ce Mexique-là. Oui. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, c'est 3 enseignantes qui travaillent en Outaouais. Oui. Qui décident de partir une semaine complète au Mexique. Entre femmes, durant le relâche scolaire, bon moment. Puis, ça se passe pas très bien, en fait, tout en humour, ce roman-là. Donc, le roman débute et les 3 femmes sont dans l'avion, dans tous leurs états. On est sur le vol de retour, Cancun, Montréal. Et rien ne va plus, elles se font cette promesse-là, la main sur le cœur. Les filles, ce qui s'est passé là, pas un mot à personne. Et on refait le voyage avec elles du jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour comprendre ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est si terrible. Pour mériter cette promesse-là. Mon Dieu, c'est intriguant, hein? Très intriguant. Et les 3 mêmes filles vont partir en congrès à Québec. Ils vont en congrès ensuite. Et vont faire la même promesse. Ils vont faire la même promesse. Sauf que dans ce roman-là, elles vont à Québec et elles habitent en Outaouais. Donc, on n'est pas dans l'avion, on est dans l'auto. Oui. Donc, c'est la même formule. On est dans l'auto sur le trajet de retour. Elle retourne à la maison. Ça n'a pas de bon sens.
On comprend pas qu'est-ce qui les met dans tout cet état-là encore. Parce que dans un congrès, souvent, il y a d'autres congrès en même temps. Il y a d'autres congrès, hein? Ouais. Ouais. C'est ça qu'il y a, là. Puis ils se sont retrouvés à des endroits qui n'avaient pas d'affaires. Non. Non. Puis il va arriver des choses qui ne se rappelleront pas non plus. Ouais, c'est ça qui arrive aussi. Mais pour dire aux gens que s'ils n'ont pas lu ce qui se passe au Mexique, reste au Mexique, on peut lire ce qui se passe au Congrès, reste au Congrès sans avoir lu le premier. Là. Exactement. C'est pas des suites. Moi, j'appelle ça des suites sans suite. C'est les mêmes personnages et il va en avoir d'autres, tombent de ça. Les 3 mêmes femmes qui vont toujours vivre une aventure sur une courte période de temps. 7 jours au Mexique, 4 jours en Congrès. Et je veux vraiment créer quelque chose où est-ce qu'on peut lire les tombes de façon indépendante. Parce que naturellement, il va y avoir d'autres destinations, d'autres événements. Je veux que les gens, des fois, puissent lire finalement la destination ou le contexte qui les intéresse sans en avoir nécessairement le besoin. Et aussi, étant donné que c'est une suite sans suite, ça me permet de livrer ces tombes-là seulement aux 2 ans. Ce sera en 2015, le 3e. Le prochain, en 2015. À partir de maintenant, ça va être 1 ou 2 ans. Parce que je veux réfléchir à mes histoires comme il faut. Je veux pas livrer du réchauffé. Et voilà, c'est une gymnastique quand même temporelle, ces romans-là, de retour en arrière, tout ça. Je veux réfléchir à mon affaire. Et étant donné que c'est pas des suites, on laisse pas le lecteur sur quelque chose de très... sur un punch qui veut savoir ce qui arrive, bien, ça me donne la liberté de livrer aux 2 ans. Et d'écrire d'autres choses aussi, je veux pas qu'écrire pour elle, donc j'ai d'autres projets. Donc je vais avoir d'autres projets entre ce qui se passe. Et le prochain, ce sera une héroïne. Une héroïne. Est-ce que Je tu vais peux un nous peu en parler ailleurs. un peu? Oui, un peu. Pour nous titiller un peu, là? Pour vous titiller un peu, c'est mon 10e roman. Qui, tu sais, en tout cas, j'aime beaucoup les chiffres ronds et là, il est significatif pour moi. Je suis allée avec une héroïne un petit peu plus vieille que ce que j'ai eu habituellement. Donc, une femme, début quarantaine, 2 enfants mariés depuis longtemps. Elle se questionne. Elle s'appelle Claire et il n'y a rien de clair. Et elle se questionne si elle est heureuse dans sa vie. La vie va vite, elle est infirmière, tout ça, puis elle se dit, je me demande où est-ce que je les ai fait, les choix dans ma vie pour arriver à cette vie-là. Puis elle est un petit peu épuisée, puis elle se questionne sur la satisfaction que sa vie personnelle lui apporte, tout ça. Et elle va avoir la chance de vivre pendant une nuit une expérience un peu extraordinaire, faisant en sorte qu'elle va avoir accès à des perspectives de sa vie si elle avait fait d'autres choix. Quelle aurait pu être sa vie si elle avait fait d'autres choix? On est tout en humour, c'est très loufoque. C'est ce que j'ai écrit de plus fou à date. Ah oui? Ouais, plus que le Mexique même, et que le Congrès. Et voilà, donc grosso modo, c'est ce que je peux dire. Ça sera à l'automne? Ça va être à l'automne, oui, en novembre. Et le livre va s'intituler « Le gazon est-il toujours plus vert chez le voisin? » Wow! Voilà, je suis très fière de... Je suis là-dedans, là, donc je suis très obsédée par Claire, qui est dans ma vie, et je pense à elle tous les jours. Et voilà, fait que là, je travaille... le premier jet est terminé, mais bon, je suis en réécriture, puis j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ce roman-là. Mais là, il est parti de se faire lire, là. Est-ce que tu as un petit comité de lecteurs? Bien, mon premier comité, c'est ma soeur et ma mère. Bon. On va avouer que j'ai pas beaucoup de critiques, en tout cas constructives, hein, de ce côté-là. Puis c'est correct. Ma mère, sa critique, c'est à peu près oh, c'est bon, je t'aime. Bon, maman, c'est pas tout à fait une critique, ça. Mais je considère qu'on peut pas demander à un cœur de maman, hein, de faire ça, de dire bon, soulève-moi les points négatifs, tout ça. Mais quand même, ça me donne un son de cloche. Ma soeur, ma mère vont me dire où est-ce que ça m'amuse dans le livre, tout ça. Donc, de toute façon, elles veulent lire en premier, puis c'est correct. Mais après, oui, j'ai au niveau de la maison d'édition, je pense que pour se faire lire de façon constructive par quelqu'un, ça doit être quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc, il n'y a pas de sentiment par rapport à nous, par rapport à qui on est. Donc, oui, ça va partir peut-être dans 2-3 semaines, là, se faire lire. Et là, je vais avoir des rapports, des analyses littéraires, finalement, qui vont me dire les faiblesses, les forces du manuscrit, tout ça. Donc, j'ai besoin de ça, oui, beaucoup. Même après 10 romans, j'ai vraiment besoin de ça. Et je veux qu'on parle de toi en tant qu'auteur. Tu es un auteur, les gens ne doivent pas le savoir, mais tu es un peu vampirique. Tu écris avec les rideaux fermés, pas de lumière extérieure, dans le silence total. Oui. Et je lutte contre je pourrais vraiment écrire toute la nuit. Je lutte contre ça et je ne fais pas ça. Parce que c'est pas une vie, ça n'a pas de bon sens quand on se couche à 3-4 heures du matin. Je veux pas de cette vie-là.
Donc, je m'impose vraiment... J'exploite quand même mon inspiration du soir, mais jusqu'à 10 heures. À 10 heures, là, c'est un règlement personnel. C'est fini, je ferme l'ordinateur. Des fois, je m'autorise une demi-heure, mais il faut que je négocie, tu sais, avec moi-même, tu sais. Mais j'arrête à 10 heures pour faire autre chose, pour libérer un peu mon esprit, parce qu'en écrivant à temps plein, 2 romans par année, j'écris tous les jours. Puis quand je suis en période d'écriture, c'est 7 jours. Vraiment, 7 jours. D'où la raison pourquoi je disais, tu sais, à un moment donné, je prends 4 semaines. Faut décrocher entre les deux, là. Exactement. Donc, c'est ça. Moi, j'aime mieux travailler de façon condensée en 2 mois, que j'écris tous les jours, et après prendre un mois. C'est une façon qui me convient. Et t'écris jamais en voyage. Tu prends des J'écris notes, jamais mais t'écris en pas. voyage. Ça, c'est un équilibre de ma santé mentale, vraiment. Je n'écris pas, je prends des notes, j'imagine mes plans. Comme là, cette Claire-là et cette histoire-là de mon livre qui s'en vient en novembre, je l'ai pensé, je l'ai organisé dans ma tête. En voyage cette année, je suis allée en Inde, une partie, tout le mois de janvier, une partie du mois de février, et c'est là que j'ai réfléchi cette histoire-là. C'est hyper efficace pour moi, parce que j'écris beaucoup là, dans mon calepin et tout ça, et quand je reviens, j'ai un plan béton. Donc là, je me mets à écrire, tout est clair. Tout est clair. Donc, le processus d'écriture est vraiment plus rapide parce que tout est clair. T'sais. Donc, des fois, contrairement à certains auteurs, je parle avec des collègues qui me disent « moi, des matins, c'est plus dur devant mon ordinateur, je ne le sais pas trop. » Mais ils n'ont pas eu cette chance-là, que moi, j'ai eu de réfléchir à mon livre toute seule, à l'autre bout du monde, pendant 1 mois et demi. C'est une richesse là, incroyable. Donc, voilà probablement pourquoi mes processus d'écriture, quand je suis en rédaction, sont peut-être un peu plus courts, parce que tout est très structuré dans mon plan, déjà. Et est-ce que tu sais déjà quel sera l'autre roman après celui de Claire? J'en ai 5 dans mon ordinateur. Oh! J'ai 5 plans. Ils sont là. Je les laisse vivre. Oui, ils me parlent. Et là, comme Claire était pas supposée, ce roman-là n'était pas supposé arriver, j'en avais un autre. J'avais dit à mon éditeur, on va faire ça, parfait. Je pense que je vais faire ce roman-là. Mon éditeur est au courant des projets. Et là, je suis arrivée avec ça, je l'ai appelé, j'ai dit non, Daniel, on fait pas ça. J'ai une super idée, tête. Puis là, lui, il me regarde, il dit bon, OK, Amélie. Et là, il me voit, tu sais, dans toute ma passion de mon nouveau projet. Il fait OK, vas-y. Tu sais, dans le fond. Il y a une grande confiance en toi. Il y a une grande confiance en moi, Daniel. Tu sais, j'ai un canevas, j'ai quelque chose d'établi. Je suis dans l'humour, je suis dans la comédie. Pour l'instant, je veux rester là-dedans et on peut même pas qualifier mes romans de comédie romantique. C'est de la comédie tout court. Tout court. Tout court. Et c'est ce que j'aime. C'est vraiment ce que j'aime écrire. Donc, il me fait confiance quand j'arrive avec un projet comme ça. Il sait que je suis encore dans la même ligne. Puis que, bon, oui, il me fait confiance, je pense. Et d'avoir un personnage d'homme, est-ce que c'est quelque chose dans le futur que tu aimerais exploiter? Ah, c'est drôle que tu dises ça. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que là, j'ai eu une idée hier. Fait que là, il va falloir que j'en parle à mon éditeur lundi. Tu sais, il va encore faire Amélie. Mais, oui, après, dans le fond, il va y avoir le roman que je vous ai parlé en novembre avec Claire. Ensuite, il va y avoir une autre aventure de Ce qui se passe reste. Et peut-être le suivant, la nouvelle idée que je viens d'avoir, pourrait être un roman avec un personnage unique, un homme, à voir. On suit ça? Ouais, ça sera un grand défi, mais là, on est rendu déjà en 2015. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai le temps de se passer, mais c'est une idée qui est arrivée hier. Hein? Ben oui. Et je veux qu'on arrive, parle de celui qu'on n'a jamais parlé depuis le début de l'entrevue. Oui, je le veux et vite. Oui, je le veux et vite, hein, à qui je dois beaucoup. Ah oui? C'est à cause de Oui, je le veux et vite que j'écris maintenant à temps plein. Ah, ça, je savais pas. Parce que c'est mon premier succès de librairie. Ah? Mon 4e roman. Oui. À partir du moment où je décide, parce que moi, Amélie, j'ai pas arrêté de travailler parce que je vivais de mon écriture. J'ai arrêté de travailler pour vivre de mon écriture. Oui. Donc, ça a été, une année De vache maigre. Oh, de sacrifice et de... ouais, c'est ça. Donc, j'ai tout abandonné. J'habitais un peu nulle part. Je gérais de sous-sol en sous-sol et de divan en divan chez mes amis, ma famille, tout ça. Tout le monde a embarqué dans cette aventure-là pour m'aider, finalement. Et c'est cette année-là que j'ai écrit Oui, je le veux vite. Il est sorti pas longtemps après. Et c'était un peu, quand on dit ça passe ou ça casse. Là, je me disais, bon, là, je peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre en habitant nulle part, en enregistrant 4 000 de revenus par année au gouvernement. Ça n'a pas de bon sens. Je peux pas. Tu sais, j'avais pas droit au chômage ou à rien parce que j'avais quitté volontairement mon emploi.
Et je m'étais dit, bon, ça passe ou ça casse. Peut-être que la vie va me mener ailleurs. Je vais retourner enseigner, ça n'a pas de bon sens. Et Oui, je le veux a été un succès instantané en librairie. Mon 4e roman, les gens ont embarqué là-dedans. C'est un livre qui a volé de ses propres ailes. C'est pas Amélie Dubois qui a vendu ce livre-là, parce que j'avais pas vendu beaucoup de livres de mes 3 premiers livres au départ. Donc, le titre, je pense, l'histoire, le bouche à oreille, les gens qui parlent. Tu sais, les gens n'ont pas idée à quel point, quand vous parlez des livres, quand vous parlez d'un livre dans votre milieu de travail, à votre famille, à vos amis, c'est la meilleure publicité qu'un auteur peut pas avoir. Ça bat n'importe quelle chaîne de télé, n'importe quelle émission. C'est ça qui fait vendre des livres. C'est la personne qui arrive pour dîner dans son milieu de travail, dit les filles ou les gars, ou peu importe, je suis en train de lire quelque chose, je ris assez, c'est drôle. Là, elle vient créer un effet de contagion. Peut-être qu'elle raconte un petit passage. Les gens, peut-être. Fait que les gens, quand ils vont être après dans une librairie ou peu importe, vont faire, c'est ça que Carole, elle m'a parlé l'autre fois, le midi, ben je vais l'essayer, tu sais. C'est ce qui fait qu'on vend des livres. Donc, c'est ce qui est arrivé avec Oui, je le veux, je pense. Et voilà, des fois, c'est mon petit oublié parce qu'il est tout seul. Hein? Ben oui, mais c'est pour les gens, rapidement, c'est 3 filles, dans le fond, qui sont l'amie de 3 gars qui sont vraiment 3 chums. Et ils se font parer dans une soirée, laquelle des 3 va réussir à se faire demander en mariage. Oui, elles ont l'été, parce qu'il y a un prix, il y a un enjeu. Ben oui, un voyage. Très alléchant, un crédit voyage. Et oui, elles vont chacune développer une stratégie propre à elles pour que leur conjoint les demande en mariage. C'est très drôle. C'est très drôle. Beaucoup de dérapages là-dedans, hein? Beaucoup. Oh! Inattendu. Oui, c'est ça. Et ce livre-là, ce qui est particulier, puis que j'aime aussi, c'est que les hommes ont une voix. C'est pas les filles, les amis. J'ai beaucoup travaillé avec des personnages qui étaient très amis, beaucoup de thématiques d'amitié entre femmes. Là, c'est une amitié entre gars. Tu sais, les filles, c'est les blondes des gars. Elles se voient dans des barbecues, dans des événements, mais elles s'appellent pas, elles sont pas... Donc, ça permet beaucoup de dérapage. Oui. Encore plus que si c'était des amis. Donc, voilà. Oui, je le veux. Qui est, pour certaines, le préféré de tout ce que j'ai écrit. Moi, c'est avec celui-là que j'ai commencé à te connaître. OK. Mais c'est mon 2e plus gros succès aussi en librairie. T'es rendu à combien de livres? Au total? En total? On le sait pas trop. Moi, 175, 200 000. Ouais. C'est beau. Merci. Non, mais c'est impressionnant parce qu'on le sait qu'en ce moment, dans le domaine du livre, c'est difficile. Oui. Ben, T'as travaillé fort? J'ai travaillé fort et je pense que les gens ont le goût de rire. Tu sais? Je pense que les gens on aime ça. Donc voilà, je pense que ça fait du bien. C'est un moment de détente qu'on a besoin. La vie va vite. Donc je pense à ça quand j'écris. De quelle façon divertir les gens. Puis quand on m'écrit sur Facebook ou dans les médias sociaux, puis on me dit Amélie, tu sais, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui vont me lire, puis elles me disent moi je couche les enfants, tu sais, mon chum fait autre chose, peu importe. C'est mon moment de relaxation à moi, tu sais, je décroche. Moi, c'est pensé, ça. J'ai toujours des petits chapitres. Oui. Toujours. Et je vais toujours avoir ça. Parce que justement, quand la vie va vite, on se dit, bon, j'ai un petit 10-15 minutes pour lire. Puis le chapitre est 30 pages. On n'a pas le temps, tu sais. Donc, moi, je laisse à la lectrice. Bon, elle a un 3-4 pages. Elle a un autre 3-4 pages. Donc, elle peut gérer son temps de lecture par rapport au temps qu'elle a. Donc, c'est pensé, ça aussi. Voilà. Mais tu as une belle relation aussi avec tes lectrices. Oui. Tu es très impliquée. Oui. Ben moi, je considère que, tu sais, quand les gens viennent me voir aussi, tu sais, moi, je leur dois tout là, à ces lecteurs-là, tu sais. Donc, on a une relation très... tu sais, c'est moi qui les remercie de me voir. C'est moi qui les remercie de m'écrire. Tu sais, c'est ma paye, ça. Ça, c'est ma tape dans le dos. Tu sais, je suis toujours chez nous, un peu tout seul. Tu sais, je suis une fille assez solitaire. Mais quand une fille m'écrit justement, comme je disais, t'es mon moment, tu me fais tellement du bien, tu sais, elle vient de me donner une tape dans le dos, elle vient de me dire, continue Amélie, tu fais du bien, tu sais. Donc, j'apprécie beaucoup ça. Tu sais, je trouve que je leur dois tout. Donc, est-ce que ça te donne des idées des fois quand certaines lectrices te racontent des trucs? Oui, ça arrive. Oui, il y en a qui me racontent des choses, parfois. Mais ils vont surtout me parler du contexte qu'ils ont commencé à me lire, plus ce que ça leur apporte, plus que des anecdotes de leur vie. C'est ce que j'ai le plus souvent. Et je sais ce que tu fais, c'est particulier quand tu vas en voyage. Tu amènes toujours un de tes romans pour qu'il y ait une pensation des livres d'Amélie Dubois ailleurs dans le monde. Oui. Je suis rendue je les appelle mes romans qui voyagent. Et j'écris toujours dans la page couverture un texte qui est très, très précis. Tu sais. Ça ressemble à
bonjour, voyageurs francophones du monde, parce que des fois, je le donne à des Français, des Belges, peu importe. Il n'y a pas toujours des Québécois. Si je rencontre des Québécois, je suis contente, mais... bonjour, blablabla, ce livre n'appartient à personne, tu sais. Si tu le rapportes chez toi, tu peux le rapporter dans ton pays, tu dois le passer au suivant. Il doit se promener toujours. Je veux pas qu'il stagne dans une bibliothèque. Et là, je leur explique qu'ils peuvent me rejoindre sur ma page. C'est jamais arrivé encore que j'ai quelqu'un qui me dise « J'ai trouvé ton roman » parce que j'écris le numéro, j'écris la date et où est-ce qu'il est parti. Ah donc oui? là, j'en ai un qui est parti du Cambodge, un d'Inde, un du Honduras, un de la Thaïlande, un du Mexique. Donc, j'écris d'où est-ce qu'il est parti, la date, et j'écris mon message qui est toujours le même. Je signe, je donne mes coordonnées Facebook, mais c'est jamais arrivé encore que quelqu'un me dise « J'ai trouvé ton livre sur une table, dans un petit hôtel ou un café », c'est jamais arrivé. Peut-être un jour. Et lequel tu prends quand tu fais ça? Mexique. Mexique toujours? Oui. Parce que je trouve que c'est ce que j'ai parce que je peux pas leur donner le tome 1 de la série, ils pourront pas lire le reste, en tout cas. Ça pourrait être le congrès aussi. Ça pourrait être Oui, je le veux aussi. Oui. Mais là, je me disais, bon, tu sais, je donne ça à des voyageurs. Le Mexique, c'est peut-être une saveur plus de voyage, tout ça. Donc, c'est celui-là là, que j'apportais. Voilà. Ben, c'est le fun! Ouais, fait que tu voyages drôle, hein? par l'entreprise de ton roman. Ouais. Et je fais la même chose avec les romans que j'apporte en voyage. Ah oui? Oui. Moi, je lis pas beaucoup dans la vie parce que, justement, quand je viens d'écrire toute la journée, je vais souvent écouter un film. J'ai besoin de quelque chose, d'une stimulation autre que des mots. Bon. Et tu lis quoi? Moi, là, présentement, je suis en train de passer à travers toute la collection de Nicole de Buron. Auteur que tu aimes beaucoup. Oui. Qui t'a beaucoup influencé sur l'auteur que tu es devenu. Exact. Elle est très drôle. C'est une Française peut-être belle. Et tout en humour aussi. À un moment donné, on me comparait à elle. Et ça a été ça ma curiosité d'aller voir. Mais quand je pars en voyage, j'apporte des romans québécois et je les passe au suivant. Okay. Donc, c'est ça. Et voilà, habituellement, je prends une photo. C'est des collègues, hein, on se connaît dans les salons du livre. Et je leur dis, bon, ben ton roman s'en va avec Sébastien, belge, qui poursuit sa route. Tu sais, je trouve que c'est... Et de toute façon, il y a quand même une raison utilitaire à ça, c'est que je pars avec des romans, c'est lourd, je voyage avec un pack-sac, je voyage longtemps. Quand il est terminé, je le passe au suivant. Ouais, c'est ça. Donc, c'est plate parce que j'ai pas beaucoup de livres dans ma bibliothèque, parce que je les distribue, mais bon, voilà. C'est pour voyager plus léger. Merci, Amélie. Alors, rappelle aux gens qui sont en dédicace par la suite. Oui, je m'en vais là, tantôt, ce soir aussi. Parfait. Et merci à toi. Merci. Merci à vous.